Je m'appelle Elena Harcourt et j'ai 35 ans. Si vous étiez passé devant ma vie il y a quelques mois, vous auriez probablement pensé, elle va bien. Elle est en sécurité. Elle gère sa vie. Un petit pavillon avec un minuscule jardin de devant où mon romarin un peu trop zélé essayait de coloniser le trottoir. Une voiture qui n'avait rien de sexy mais qui démarrait tous les matins, même en février. Chaque facture en prélèvement automatique. Un modeste plan d'épargne retraite auquel je contribuais religieusement, même quand cela signifiait dire non à des week-ends à Monaco ou à des escapades rapides à Saint-Tropez que mes amis finissaient par payer à crédit. J'ai construit cette vie brique par brique ennuyeuse, tableur par tableur, une décision pragmatique à la fois. J'étais la personne raisonnable, l'ami qui arrive avec des câbles de démarrage et une batterie externe de secours. Celle qui a de l'ibuprofène, des pansements et une barre protéinée dans son sac à tout moment, juste au cas où. La personne que les gens appellent quand ils ont besoin de quelqu'un pour fixer leur compte bancaire sans sourciller et dire « D'accord, voici comment nous allons régler ça ». Les gens disent cela comme un compliment. Parfois, on a l'impression que c'est une étiquette que l'on colle sur un bac de rangement, pratique, empilable, oubliable. Pendant 6 ans, j'ai pensé qu'être raisonnable était la façon la plus sûre d'aimer quelqu'un. On ne fait pas de promesses folles. On ne fait pas de choix imprudents. On est présent. On paie sa part. On garde les lumières allumées et le frigo plein. On fait de son mieux pour être le genre de personne avec qui quelqu'un peut construire une vie. Pendant 6 ans, ce quelqu'un était Julien Clément. Julien travaillait comme délégué médical pour un grand laboratoire. Traduction, il gagnait plus d'argent que moi, voyageait beaucoup et savait dire « synergie » sur 3 tons différents. J'enseigne l'histoire au lycée. Traduction, je ne gagne pas l'argent de l'industrie pharmaceutique, mais je peux vous dire exactement combien d'empires se sont effondrés parce que des gens puissants ont cru à leur propre battage médiatique. Nous nous sommes rencontrés à la fin de la vingtaine, nous nous sommes installés ensemble après 2 ans, et nous avons acheté le petit pavillon 3 ans plus tard. Nous parlions de mariage de cette façon vague du « un jour ». Après cette promotion, après avoir remboursé ce crédit à la consommation, après que les choses se soient calmées, les choses ne se sont jamais calmées. Elles ont juste basculé. Tout a commencé avec ses parents. Édouard et Monique Clément étaient le genre de personnes dont la réussite possède sa propre gravité. Édouard possédait une société d'immobilier commercial. Monique était une avocate d'affaires à la retraite qui avait gardé la garde-robe et les contacts. Ils avaient une grande propriété en banlieue chic, des abonnements à l'opéra, et des avis sur absolument tout le monde. Dès le début, j'ai senti le calcul dans les yeux de Monique. Elle n'a jamais dit « Notre fils pourrait trouver mieux qu'une enseignante », mais elle n'avait pas besoin de le faire. C'était là, dans ses questions, « Alors, Elena, as-tu déjà pensé à passer le concours de personnel de direction ? Les proviseurs gagnent pas mal plus, n'est-ce pas ? Ou encore, l'ex de Julien, Léa elle est dans le management maintenant, non ? Directrice régionale de quelque chose. Une fille tellement déterminée. Déterminée. Comme si j'étais une voiture garée. Édouard était plus calme, plus mesuré, mais le sous-entendu était le même. Ils avaient imaginé Julien avec quelqu'un qui rendrait mieux sur les photos de Noël, quelqu'un dont le salaire correspondrait au sien, dont le titre sonnerait important lors des galas de charité. Pendant un temps, Julien a été mon bouclier. Il t'aime, disait-il. Ma mère ne sait juste pas quoi faire de quelqu'un qui a un travail qui n'est pas fait pour frimer sur LinkedIn. Je voulais le croire. Je l'ai même cru pendant longtemps. Puis, il y a environ 4 mois, quelque chose a changé. Julien a commencé à m'observer comme si j'étais un problème qu'il devait résoudre. Mon travail, ma paye, mon soi-disant manque d'ambition. Tu ne veux pas plus que ça, a-t-il demandé un soir, désignant notre salon parfaitement correct comme s'il s'agissait d'une grotte. Plus qu'une maison qui nous appartient, de la nourriture dans le frigo et un chauffage qui fonctionne, ai-je dit. Je sais. Je suis un monstre. Il a levé les yeux au ciel. Tu sais ce que je veux dire. Nous pourrions avoir une vie meilleure si tu visais plus haut. Des écoles privées, de plus belles vacances, moins de galères. Nous ne galérons pas, ai-je dit lentement. Nous sommes à l'aise. Tu es à l'aise, a-t-il rétorqué. C'est moi qui porte le poids supplémentaire. C'était une petite fissure. Je l'ai entendu. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Il y a 2 semaines, la fissure s'est ouverte. C'était un mercredi soir. J'avais eu une longue journée, réunion parents-prof, une crise d'élèves,
une réunion de programme de dernière minute. En rentrant, j'ai oublié de passer au pressing pour Julien. Ce fut l'étincelle. Nous étions à moitié repas quand il s'en est rendu compte. « Où est mon costume bleu marine ?» a-t-il demandé. « Dans le placard, non. »« Non, celui que j'ai déposé hier. J'en ai besoin pour vendredi. Mon estomac s'est noué. Oh, j'ai oublié d'aller le chercher. Je peux y retourner. Ils ont fermé il y a 1 heure, Elena. J'irai demain, ai-je dit. Ça ira. » Sa mâchoire s'est crispée. « Tu sais que j'ai ce dîner vendredi. Je t'ai demandé de faire une seule chose. » « Une seule chose ?» J'ai ri, d'un ton sec. « Bien sûr, Julien. Juste cette petite chose en plus de la centaine d'autres que j'ai faites cette semaine tout en apprenant à 60 adolescents à ne pas citer Wikipédia n'importe comment. » Son visage s'est durci d'une manière que je ne reconnaissais pas, c'est exactement ce dont je parle. « Ce dont tu parles, c'est de pressing, ai-je dit. Nous ne sommes pas exactement au bord de l'effondrement ici. » Il s'est adossé, le regard froid. « Mes parents pensent que tu es un fardeau pour moi. » L'air s'est figé. Il avait dit cela comme s'il commentait la météo. Décontracté. Je l'ai reçu comme une balle en plein cœur. Et honnêtement, a-t-il continué, je commence à être d'accord. Quelque chose dans ma poitrine est devenu très, très calme. C'est bon à savoir, ai-je dit. C'est tout ? Il avait l'air presque offensé. C'est tout ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Julien ? Tu viens de me dire que toi et tes parents me voyaient comme un poids mort. Il n'y a pas vraiment de carte de vœux pour répondre à ça. Peut-être que tu pourrais te défendre, a-t-il claqué. Peut-être que tu pourrais essayer de leur prouver qu'ils ont tort. Je n'ai rien à prouver, ai-je dit calmement. Je travaille. Je paie ma part. Je suis une bonne partenaire. Si toi et tes parents ne voyaient pas ça, ce n'est pas à moi de régler le problème. Il avait l'air frustré que je ne sois pas en train de pleurer, de supplier ou de négocier. Je le voyais à la façon dont ses doigts tapotaient la table. « Tu es tellement passive, » a-t-il dit. « C'est ça, tout le problème. Tu te contentes d'accepter les choses. » Je n'ai pas répondu. J'ai fini de manger, j'ai jeté mon emballage à la poubelle et je suis allé dormir dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, il a agi comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur la joue, a pris son mug de voyage et est parti pour une autre longue journée au bureau. Je n'ai pas non plus abordé le sujet, mais quelque chose avait changé en moi. Quand quelqu'un vous dit qu'il vous voit comme un fardeau, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne saviez pas. Ce vendredi-là, je suis rentré tôt. Journée de formation pédagogique, pas d'élèves, réunions écourtées. J'ai déposé mon sac dans le couloir et j'ai entendu la voix de Julien dans la cuisine. Il ne savait pas que j'étais là. « Ouais, maman, disait-il. Je lui ai dit ce que toi et papa avaient dit. Elle n'a même pas réagi. Elle est juste restée là assise. Je te jure qu'elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur, mais elle est trop confortablement installée pour faire quoi que ce soit. » Ma main s'est figée sur mes clés. Il a ri doucement. Le dîner de dimanche tombe à pic. Nous devons avoir une conversation franche sur l'avenir. Je ne peux pas continuer à la porter. Papa et toi avez toujours dit que je pourrais trouver mieux. Il y eut une pause. J'imaginais Monique murmurer à son oreille, attisant le feu. Ouais, dit Julien, je pense qu'il est temps que tout le monde comprenne ce qui se passe réellement. Je suis resté là à écouter, sentant la température de mon corps chuter degré par degré. Il ne se contentait pas de répéter les opinions de ses parents, il construisait un dossier contre moi. J'aurais dû claquer la porte, entrer et l'affronter. J'aurais dû hurler, exiger des réponses, et lui jeter sa vie soigneusement orchestrée à la figure. À la place, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Édouard. Il a décroché à la 2e sonnerie. Elena, quelle surprise. Bonjour, Édouard, ai-je dit, et j'étais moi-même impressionné par la stabilité de ma voix. As-tu quelques minutes? Bien sûr. Tout va bien? Julien m'a dit, ai-je dit, que Monique et toi pensez que je suis un fardeau pour lui. Je voulais l'entendre de ta bouche directement. Est-ce ainsi que vous me voyez? Il y eut un long silence. Elena, finit-il par dire, c'est une conversation que nous devrions vraiment avoir en personne.
Pourquoi n'en parlons-nous pas lors du dîner dimanche? Ça me va, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de savoir une chose maintenant, penses-tu que je suis un fardeau? Une autre pause, plus lourde. Je pense que tu es une bonne personne, dit-il. Mais Julien a été élevé avec certaines attentes. Financièrement, socialement. C'est compliqué. C'est en fait assez simple, ai-je dit. Merci pour ton honnêteté, Édouard. On se voit dimanche. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du lit, fixant le vide. Puis j'ai passé un autre appel. Nathan, ai-je dit quand mon ami a décroché, j'ai besoin d'un service. Un gros. Nathan Bridet est détective privé depuis 8 ans. Conjoint disparu, employé suspect, fraude à l'assurance, il avait vu les gens sous leur pire jour. Je n'aurais jamais pensé être l'une de ces personnes lui demandant de fouiller. Dis-moi tout, dit-il. J'ai besoin que tu fasses des recherches sur les derniers mois de Julien, ai-je dit. Déplacements, réservation d'hôtel, relevé de carte bancaire, tout ce qui semble anormal. Elena, je sais ce que tu imagines. S'il te plaît, soupira-t-il. Envoie-moi par SMS ce dont tu te souviens de ces voyages. Je vais voir ce que je peux trouver. Cette nuit-là, pendant que Julien chantonnait sous la douche et faisait défiler son téléphone au lit, j'ai dressé une liste de ses récents voyages d'affaires, dates, villes, les chaînes d'hôtels dont il aimait se vanter. Samedi soir, Nathan m'a envoyé un dossier. Des frais d'hôtel dans des villes où Julien était censé avoir séjourné dans des chambres d'affaires standards sauf qu'il avait pris des catégories supérieures. Des hôtels plus luxueux, des séjours de plusieurs nuits, des notes de restaurant pour deux, et un nom qui revenait sans cesse sur les itinéraires de l'entreprise et les reçus, Léa Perrin, directrice régionale des ventes, l'ex-petite amie de Julien. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Ce n'était pas seulement qu'il m'avait trompé, c'était qu'il l'avait choisi, elle l'ex-ambitieuse et impressionnante que ses parents mentionnaient toujours comme une référence que je n'atteindrais jamais tout à fait. Dimanche après-midi, je me suis habillé pour le dîner avec une simple robe bleu marine et une paire de ballerines qui ne grinceraient pas sur les parquets cirés. Julien était étrangement joyeux, comme quelqu'un sur le point d'accomplir un acte qu'il s'était convaincu être noble. Dans la voiture, il m'a jeté un regard. « Ça va ? » « Je vais bien, » ai-je dit. « Je suis juste curieuse de voir comment se passera la soirée. » Et a souri, interprétant tout de travers. « Ça va faire du bien de mettre les choses à plat. » « Oh, » ai-je dit, « j'y compte bien. » Nous sommes arrivés chez Édouard et Monique à 17h pile. L'allée était pleine, la tante, la sœur Rachel, le beau-frère, une réunion de famille. Des lumières chaleureuses s'échappaient des fenêtres comme dans une publicité. À l'intérieur, il y eut des accolades, des bises et des tintements de verre. Monique a complimenté ma robe d'un ton qui réussissait à ressembler à un message de condoléances. Édouard nous observait avec une expression que je n'arrivais pas à définir. Nous avons passé la salade et la moitié du plat principal avant que Julien ne se racle la gorge. Alors, dit-il, les yeux fixés sur ses parents, je voulais parler à tout le monde de quelque chose d'important. Monique sourit d'un air encourageant. La mâchoire d'Édouard se crispa. Bien sûr, mon chéri, dit Monique. Nous sommes tous en famille ici. Julien m'a jeté un regard, puis l'a détourné. Elena et moi avons eu des conversations sur notre avenir, a-t-il commencé. Sur ce que nous voulons tous les deux et si nous sommes sur la même longueur d'onde. Honnêtement, je pense que nous avons évolué dans des directions différentes. J'ai pris une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Rachel s'agita, mal à l'aise. Monique hochait la tête comme un métronome. J'ai besoin d'une partenaire qui soit ambitieuse, a continué Julien. Qui veuille construire une vraie fortune, qui puisse partager le style de vie pour lequel j'ai travaillé si dur. Je ne sais pas si, Julien, dit Édouard d'un ton sec. Il posa sa fourchette et se leva. Toute la table fit silence. Julien cligna des yeux. Papa, j'essaie de... Non, dit Édouard. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de tranchant. Il regardait Julien, pas moi. Avant que tu ne dises un mot de plus, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu répondes honnêtement. Julien déglutit. Quoi? Le regard d'Édouard ne vacilla pas. Qui est donc, dit-il, Léa Perrin? Le visage de Julien devint livide. Quoi, dit-il, trop vite, trop platement. Qui? Léa Perrin, répéta Édouard.
directrice régionale des ventes dans ton entreprise. Tu as passé pas mal de temps avec elle ces derniers temps. Des hôtels plus luxueux que ceux que ton entreprise réserve habituellement lors de tes voyages d'affaires. Des notes de restaurant pour deux. Veux-tu expliquer cela à tout le monde? La fourchette glissa de la main de Monique et tinta contre son assiette. Le mari de Rachel se figea au milieu d'une bouchée. La pièce parut soudain trop petite, trop lumineuse. Julien rit, un son fragile, mince comme du papier. Papa, je ne. C'est juste une collègue. Je ne me mens pas, dit Édouard, et l'atmosphère se glaça. La bouche de Julien se referma avec un clic audible. Édouard garda ses yeux fixés sur son fils. Après qu'Elena m'a appelé vendredi pour me demander si je pensais qu'elle était un fardeau, j'ai dû me demander une chose. Pourquoi est-ce que je pensais ça? Quelle preuve avais-je? Il écarta légèrement les mains. Et j'ai réalisé que je n'en avais aucune. Rien que tes plaintes, Julien. Ton récit. La mâchoire de Julien se serra. Papa, ce n'est pas, alors, j'ai commencé à faire attention, coupa Édouard, à tes voyages, à tes dépenses, à la facturation de ton entreprise. Je connais toujours des gens là-bas, tu te souviens? J'ai passé quelques appels. Il regarda alors autour de la table, observant chaque visage stupéfait avant de revenir sur Julien. Et ce que j'ai trouvé, dit-il, était intéressant. Monique murmura, Édouard, de quoi parles-tu? Lyon, il y a 3 mois, dit Édouard calmement. Tu étais censé être dans un hôtel d'affaires standard. À la place, tu es allé dans un hôtel de charme à l'autre bout de la ville. De nuit, des notes de restaurant pour deux dans un endroit qui nécessite des réservations des semaines à l'avance. L'entreprise n'en a autorisé que la moitié. Il pencha la tête. Tu veux expliquer ça? La gorge de Julien bougea. Dîner client. Lille, continua Édouard comme si Julien n'avait pas parlé. Même schéma. Nice, Bordeaux. Toujours le même nom attaché aux emails internes et aux invitations de calendrier. Sa voix se fit plus dure. Léa Perrin. Il laissa le nom flotter. Rachel se pencha en avant, les yeux plissés. Attendez, Léa? Léa? La Léa dont maman ne cesse de parler? Monique tressaillit. Rachel. Julien finit par craquer. C'est insensé. Léa est ma patronne. Nous voyageons ensemble parfois. C'est normal. Est-ce normal, demanda Édouard doucement, qu'il y ait plusieurs plaintes déposées au RH concernant une directrice régionale ayant des relations inappropriées avec les membres de son équipe? Monique tourna brusquement la tête vers lui. Quoi? Je connais toujours quelqu'un dans ton département RH, dit Édouard. Ils ne pouvaient pas tout me dire, mais ils ont pu m'en dire assez. Léa a un mode opératoire. Elle brouille les pistes avec les gens qui sont sous ses ordres. Son regard se durcit. Des gens comme toi, Julien. Le visage de Julien devint blême. Je leur ai demandé une dernière chose, dit Édouard, si quelqu'un avait soulevé des préoccupations à propos de toi et Léa spécifiquement. Il laissa échapper un soupir qui semblait fatigué, plus vieux que je ne l'avais jamais entendu. Ils ne l'ont pas confirmé, pas directement, mais ils ne l'ont pas nié non plus. Et compte tenu de tout ce que j'ai vu, j'en ai tiré ma propre conclusion. La chaise de Julien racla le sol. C'est complètement déplacé. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. Tonna Édouard, son calme finissant par se briser. Mon fils est resté assis dans cette maison, à nous dire pendant des mois que sa petite amie était un poids mort, un fardeau, qu'elle ne correspondait pas à son ambition, et pendant tout ce temps, il courtise une ex qui fait miroiter un statut et de l'argent devant lui comme un jouet brillant. Il se tourna vers moi alors, et il y avait quelque chose comme de la honte dans ses yeux. Elena, dit Édouard doucement, je te dois des excuses. Julien se tourna vers moi. Papa, arrête. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas Léa et moi, on a juste, oui, disais-je doucement. Vous avez juste pris des hôtels de luxe, et juste commandé des dîners pour deux, et juste trouvé le temps de vous reconnecter avec ton ex à chaque voyage d'affaires que tu as pu organiser. Julien me fixa, stupéfait. Tu savais, souffla-t-il. De l'autre côté de la table, la main de Monique se porta à sa bouche. Oh mon Dieu! J'ai plié ma serviette soigneusement, lissant le pli. Cela donnait une occupation à mes mains.
J'ai demandé à quelqu'un de vérifier tes voyages quand je t'ai entendu au téléphone avec ta mère, ai-je dit. Tu étais très enthousiaste à propos de ce dîner de dimanche, à propos d'avoir une conversation franche sur notre avenir. Mes yeux ont croisé les siens. Tu ne prévoyais pas une discussion, Julien. Tu organisais une exécution publique. Ce n'est pas, il déglutit, ce n'est pas ce que tu voulais un public, ai-je continué. Ma voix était calme, presque clinique. Elle ne reflétait pas le tremblement dans ma poitrine. Tu voulais que tes parents soient témoins de ta noblesse et de ton sens de la raison pendant que tu expliquais que tu étais forcé, à regret, d'envisager de quitter ta petite amie au poids mort. Celle qui n'a pas d'ambition. Le fardeau. Elena, mais tu as oublié la partie, ai-je dit, où tu étais déjà en train d'auditionner ma remplaçante sur ton temps de travail. Silence. Rachel fut la première à bouger. Elle s'adossa lentement, les yeux écarquillés par le dégoût. Est-ce vrai, demanda-t-elle à son frère. Tu as trompé Elena avec cette femme de la collection de trophées de maman. Le regard de Julien erra autour de la table, cherchant un allié et n'en trouvant aucun. Ce n'était pas comme ça, dit-il d'une voix rauque. C'est juste arrivé. Nous voyageons ensemble. De longues heures, beaucoup de pression. Rien n'arrive juste comme ça, dit Édouard. La phrase tomba, plate et finale. Tu as fait des choix. Tu as choisi de commencer quelque chose avec ton ex alors que tu étais dans une relation engagée. Tu as choisi de mentir à Elena. Tu as choisi de t'asseoir dans cette maison et de laisser ta mère la démolir. Monique grimaça. Édouard. Non, dit-il. Tu as besoin d'entendre ça aussi. Il regarda à nouveau Julien. Tu nous as fait croire, dit-il, la voix s'épaississant, qu'Elena te tirait vers le bas. Que ta vie avec elle était en quelque sorte plus petite, moins digne. Tu nous as rendus complices de ce mensonge, et nous l'avons cru parce que cela correspondait à ce que nous voulions voir. Ses yeux revinrent vers moi une fois de plus. C'est notre faute, dit-il calmement. Mais ce que tu as fait, c'est ta faute à toi. Les épaules de Julien s'affaissèrent, une partie de sa combativité le quittant. Il parut soudain plus petit, plus jeune, mesquin. Je n'étais pas heureux, marmonna-t-il. Je me sentais coincé. Elena se contente de ça. Il fit un geste vague de la main. Le petit pavillon, le salaire d'enseignante, la vie tranquille. Je voulais plus. Alors tu trompes, claqua Rachel. Classique. Je ne voulais pas que ça aille si loin, dit-il. C'est juste, on y revient, ai-je dit. C'est juste arrivé. Comme si tu avais trébuché et que tu étais tombé dans des chambres d'hôtel de luxe avec ton ex. Il tressaillit. Elena. Monique dit, se tournant vers moi avec les yeux embués, Elena, nous n'avons jamais voulu. Nous étions juste inquiets que Julien doive porter une plus grande part de la charge financière. Et vous avez passé des années à me faire sentir que je devrais être reconnaissante que votre fils ne m'échange pas contre quelque chose de plus clinquant, ai-je dit. Vous ne l'avez peut-être pas dit explicitement, mais c'était dans chaque question que vous posiez. Chaque fois que vous mentionniez les promotions de Léa, chaque fois que vous félicitiez Julien de « s'occuper de tout », alors que mon salaire tombait lui aussi avec la régularité d'une horloge. Elle cligna des yeux. Je ne m'en rendais pas compte. Moi, si, dis-je. Je m'en rendais compte à chaque fois. J'ai simplement choisi de l'encaisser parce que j'aimais votre fils. Les yeux de Julien rencontrèrent enfin les miens et n'en bougèrent plus. Elena, dit-il doucement. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste en parler, toi et moi? On n'a pas besoin de faire ça devant tout le monde. C'est toi qui le voulais, lui rappelai-je. C'était tout l'intérêt de cette soirée, n'est-ce pas? Me rabaisser devant ta famille pour que ton départ paraisse justifié. Il ouvrit la bouche, puis la referma. J'ai passé 6 ans à essayer d'être une bonne partenaire pour toi, dis-je. Ma voix trembla, et je me forçai à rester stable. J'ai soutenu ta carrière. J'ai reçu tes clients. Je suis resté assise à des dîners où tes parents sous-entendaient que je n'étais pas assez bien. Je t'ai regardé t'éloigner et je me suis dit que c'était le stress, que j'étais paranoïaque, que si je m'accrochais un peu plus fort, nous finirions par nous réaligner. Je secouai la tête. Et pendant tout ce temps, tu me trompais et tu écrivais une histoire où moi j'étais le problème, ton fardeau, ton encre, la chose dont tu devais te libérer pour pouvoir enfin prendre ton envol. Julien déglutit péniblement.
Je suis désolé. Je ne veux pas de tes excuses, dis-je. Je veux que tu comprennes que tu n'as pas le droit de réécrire ce récit. Tu n'as pas le droit de te faire passer pour la victime freinée par sa petite amie sans ambition. Tu as eu une liaison. Tu as menti. Tu as essayé de faire de moi ton bouc émissaire. Je repoussai ma chaise et me levai. Elena. Commença Monique. J'apprécie les repas, dis-je en la regardant, elle et Édouard. Les fêtes, la conversation polie. Je suis désolé que cela se termine ainsi, mais je ne resterai pas assise ici à laisser votre fils terminer le monologue qu'il a répété dans sa tête. Je me tournai vers Julien. Je vais déplacer mes affaires dans la chambre d'amis quand nous rentrerons, dis-je. Demain, je parlerai à un avocat pour la maison et nos finances. C'est fini, Julien. Complètement fini. La panique brilla dans ses yeux. Tu ne peux pas juste. Elena, on peut arranger ça. On peut faire une thérapie de couple. On peut. Tu as eu des mois pour arranger ça, dis-je. À la place, tu as choisi de continuer à me tromper. La seule chose qui te désole, c'est que tu t'es fait prendre avant d'avoir pu contrôler l'histoire. Je ramassai mon sac. Rachel, dis-je, en lui adressant un petit sourire triste, prends soin de toi. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Toi aussi. Édouard s'écarta pour me laisser passer. Alors que je l'atteignais, il parla assez bas pour que moi seul puisse l'entendre. Pour ce que ça vaut, dit-il d'une voix rauque, tu n'as jamais été le fardeau dans cette maison. Je rencontrai son regard. Alors commençai à agir de la sorte avec la prochaine personne que Julien ramènera s'il y en a une. Je sortis dans l'air froid de la soirée, mes mains tremblant si fort que je tâtonnai 2 fois avec mes clés avant de réussir à ouvrir la portière. À l'intérieur, dans le calme, mon cœur se mit enfin à battre la chamade. Je posai mon front sur le volant et laissai échapper un souffle qui semblait être resté prisonnier de mes poumons depuis des mois. Puis je me redressai, démarrai le moteur et m'éloignai des fenêtres lumineuses et des illusions soigneusement entretenues des Clément. Derrière moi, quelque part dans cette salle à manger parfaite, Julien se retrouvait enfin coincé dans l'histoire qu'il avait essayé d'écrire pour moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'en faisais plus partie. Julien ne répondit pas tout de suite à son père. Il resta là, figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause alors que le reste de la pièce continuait de respirer. Sa bouche s'ouvrit légèrement, se referma, puis s'ouvrit à nouveau sans produire de son. Pendant un instant, il ressemblait moins à l'homme confiant qui prévoyait de me faire un cours sur notre avenir, qu'à un enfant surpris en train de tricher lors d'un examen. « Papa » dit-il enfin d'une voix basse et tendue. « Ce n'est pas l'endroit. » Édouard ne s'y a pas, alors tu aurais dû y penser avant d'essayer de mettre en scène une rupture publique, mon fils. Le silence se fit absolu dans la pièce. La main de Monique plana près de son verre de vin. Le mari de Rachel posa sa fourchette sans quitter Julien des yeux. La tante, dans le coin, qui était restée silencieuse, se pencha en avant comme si elle venait de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une conversation, mais d'une révélation. Le regard de Julien erra, cherchant une issue. « Écoute, c'est compliqué. » « Non, dit Édouard d'un ton sec. « Ça ne l'est pas. À moins que tu ne veuilles mentir à toute ta famille en ce moment même. » Julien déglutit péniblement. « Papa, s'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler plus tard ?»« Pas devant. Pas devant Elena. » Édouard l'interrompit. « Amusant. Ça ne t'a pas dérangé de nous impliquer quand tu pensais que nous étions tous là pour t'aider à l'humilier. » Les joues de Julien s'empourprèrent. Pour une fois, il ne pouvait pas se cacher derrière son charme habituel. Rachel se rapprocha, les sourcils levés. « Julien, dit-elle lentement. Est-ce que tu as sérieusement emmené Elena ici pour donner une sorte de spectacle? Tu as perdu la tête? Tu n'aides pas, dit Julien en lui jetant un regard. Je ne suis pas censé t'aider, rétorqua Rachel. Je suis censé rester assise ici et te regarder démolir la femme avec qui tu vis depuis des années? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Monique retrouva enfin sa voix. Elle tremblait. Julien, ton père a mentionné des surclassements d'hôtels et des notes de restaurants. Et cette femme, Léa? Elle cligna des yeux, stupéfaite. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Dis-moi que tu n'as pas fait quelque chose d'aussi imprudent. Julien se frotta le visage d'une main. Ce n'était pas maman, ce n'était pas prévu. C'était juste de longues journées, la pression,
l'alcool, les hôtels. Arrête, dit Rachel. Arrête de parler. Sa voix transperça le silence. Il s'affaissa sur sa chaise comme si quelqu'un avait coupé les fils qui le maintenaient debout. Édouard expira et se tourna à nouveau vers moi. Elena, je suis désolé que tu apprennes cela de cette façon. Ce n'est pas grave, dis-je. Je le savais déjà. La tête de Julien se tourna brusquement vers moi. Tu quoi? Je croisai mes mains proprement sur la table. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier tes déplacements. Je l'ai découvert hier. Monique eut un petit hoquet de surprise. Oh mon Dieu! Je voulais entendre ce que Julien dirait ce soir, continuai-je. Quel récit il construirait, quelle version de moi il présenterait. Je regardai Julien et vis son visage se décomposer en temps réel. Je ne savais pas que ton père te devancerait, dis-je. Elena, souffla Julien. Tu aurais dû me dire que tu savais. Tu aurais dû me dire que tu me trompais, répliquai-je. Nous faisons tous des choix. Cela tomba comme une pierre entre nous. Édouard s'écarta de la table et s'appuya des deux mains sur le dossier de sa chaise. Julien, dit-il, la voix lourde de déception. Tu dois la vérité à Elena. Toute la vérité. Julien fixa la table. Ça a commencé il y a des mois, dit-il. 4 mois. Je hochai la tête. Cela correspondait au calendrier de Nathan. J'étais stressé. Léa me soutenait. Elle comprenait la pression que je subis au travail. Il leva les yeux vers moi, désemparé. Elle me donnait l'impression d'être important. Réussi. Vu, complétai-je. Il cligna des yeux. La précision de mes mots le piqua. Oui, murmura-t-il. C'est drôle, dis-je. Tu n'as jamais eu besoin de moi pour te faire ressentir ces choses. Tu avais juste besoin que je sois stable pendant que tu cherchais de la validation ailleurs. Il tressaillit à nouveau. Monique se couvrit la bouche, les yeux brillants. Comment as-tu pu faire ça à Elena, chuchota-t-elle. Tu l'as intégrée à cette famille. Tu nous as laissés. Tu nous as laissé croire quel était le problème. Julien ferma les yeux. Je ne voulais pas, c'est ça le truc, dis-je calmement. Tu ne veux jamais les choses que tu fais. Elles arrivent juste. Comme des clés d'hôtel qui se jettent toutes seules dans ta main. Rachel laissa échapper un rire amer et incrédule. Édouard se redressa. Julien, réponds à une dernière question. Julien le regarda, vaincu. Prévoyais-tu de quitter Elena pour Léa? Silence. Les épaules de Julien s'affaissèrent encore plus. Oui. Monique inspira brusquement. Seigneur. Chuchota Rachel. Je ne réagis pas. J'avais épuisé mes réactions vers minuit la veille. Édouard regardait son fils comme s'il ne le reconnaissait pas, après tout ce qu'Elena a fait, après t'avoir soutenu, après t'avoir aidé à t'installer, après avoir supporté nos jugements. Papa, s'il te plaît, la voix de Julien se brisa. N'en rajoute pas, je n'en rajoute pas, dit Édouard. Je dis la vérité. Quelque chose que tu n'as manifestement pas fait depuis bien longtemps. Julien baissa les yeux. Édouard me regarda. Elena, qu'est-ce que tu vas faire? Je repoussai ma chaise lentement et me levai. Je pars, dis-je. Je pense que ce dîner est terminé pour moi. Julien se leva trop vite, manquant de renverser son verre. S'il te plaît, ne fais pas juste. Je ne ferai pas ça, dis-je. Pas ici. Pas avec un public que tu as choisi toi-même pour ta grande révélation. Ce n'est pas ce que je voulais. C'est exactement ce que tu voulais, l'interrompis-je. La seule différence, c'est que l'histoire s'est effondrée avant que tu puisses la finir. La voix de Monique tremblait. Elena, attends. Je me tournai vers elle. Je ne vous blâme pas de vouloir le meilleur pour votre fils, mais vous avez confondu l'argent avec le caractère, et ce soir, cette erreur est devenue impossible à ignorer. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle ne discuta pas. Je saisis mon manteau sur le dossier de ma chaise. Mes mains étaient stables maintenant. Elena, dit Julien en s'avançant vers moi. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. On peut parler. Non, dis-je, on ne peut pas, son visage se décomposa. Elena. C'est fini, Julien. Je déplacerai mes affaires dans la chambre d'amis ce soir.
Demain matin, j'appellerai un avocat pour commencer à dissoudre ce qu'il reste à dissoudre. Il fit un pas de plus. Je reculai. Je ne te laisserai pas tout gâcher, dit-il, la voix brisée. Tu l'as déjà fait, dis-je doucement. Puis je m'éloignai de la table, de la maison, de l'histoire qu'il avait essayé d'écrire en faisant de moi le maillon faible dont il devait se débarrasser. Personne n'essaya de m'arrêter. Ni Édouard, ni Monique, ni Rachel, ni même Julien. La porte d'entrée se referma derrière moi, et l'air froid m'enveloppa les bras comme quelque chose de réel, quelque chose d'honnête. Je ne regardai pas en arrière. Pas une seule fois. La maison était sombre quand nous sommes rentrés. Les clés de Julien cliquetèrent derrière moi alors qu'il verrouillait la porte, mais je ne l'attendis pas. Je marchai droit dans le couloir, passant devant les photos de nos voyages, devant la carte encadrée des Alpes qu'il avait insisté pour accrocher, devant la vie que nous avions construite à parts égales d'espoir et d'habitude. Je m'arrêtai au seuil de la chambre d'amis. J'allumai la lumière. Elle paraissait petite, peu familière, intacte, comme une chambre d'hôtel réservée pour les urgences. C'était approprié. Derrière moi, Julien parla enfin. « Elena, s'il te plaît, on peut parler ?» Il n'y a plus rien à dire. « Si, il y a quelque chose, dit-il, la voix brisée. Il le faut. » Je me tournai pour lui faire face. Sa cravate était de travers, son visage tacheté. L'homme confiant et magnétique qui pouvait vendre n'importe quoi à n'importe qui avait disparu. Tout ce qu'il restait, c'était quelqu'un qui ne reconnaissait pas les conséquences de ses propres choix. « Elena, dit-il encore, s'approchant. Je ne voulais pas que tout ça. Arrête de dire ça, dis-je. Tu continues d'agir comme si tu avais trébuché et que tu étais tombé dans une liaison. Comme si c'était un accident. Comme si les chambres d'hôtel s'étaient réservées toutes seules. Comme si Léa était juste apparue dans ton lit. Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'était pas comme ça. Alors dis-moi comment c'était. Je croisai les bras. Écoutons la vérité, Julien. La vraie version. Il hésita, puis s'assit lourdement sur le bord du lit, se frottant le front du plat de la main. Ça a commencé après cette promotion que Léa a obtenue, dit-il calmement. Elle est devenue directrice régionale. Je ne voulais même pas retravailler sous ses ordres. Je savais que ce serait compliqué, mais l'entreprise a insisté. J'attendis. Elle. Il déglutit. Elle a dit qu'elle savait que j'avais plus de potentiel que ce que j'obtenais, que j'aurais dû être promu avec elle, qu'elle pouvait m'aider à monter si je jouais mieux le jeu, je clignai des yeux. Le jeu étant la politique de bureau, dit-il, mais sa façon de détourner le regard disait le reste. Elle t'a flatté, dis-je. Validé. Oui, murmura-t-il. Elle m'a donné l'impression d'avoir de la valeur. Et pas moi, demandai-je. Sa tête se redressa brusquement. Non, Elena. Dieu, non. Tu m'as toujours soutenu. Tu as toujours cru en moi. Mais avec elle, c'était instantané. C'était comme retrouver une version de moi qui se sentait puissante. Et tu as choisi ce sentiment plutôt que moi. Il ne répondit pas car il n'en avait pas besoin. Il m'assit face à lui sur le coffre de rangement, gardant une distance entre nous. Depuis combien de temps? Il ferma les yeux. 4 mois. Je serrai les dents, retenant la douleur. Donc le même mois où tu as commencé à critiquer tout ce que je faisais. Elena. Tu ne projetais pas, dis-je. Tu rationalisais. Tu devais me rabaisser pour ne pas te détester pour ce que tu faisais. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains ballantes. Je me déteste maintenant. Ça ne change rien, dis-je. Me l'aurais-tu dit, un jour? Il hésita. Et c'était là la réponse. Ma voix s'adoucit, non par pardon, mais par clarté. Tu allais laisser ton père me tendre un piège ce soir. Tu allais rester assis là pendant qu'il disait à tout le monde que je te freinais, que je n'étais pas assez. Il secoua la tête rapidement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer? Il déglutit. J'allais leur dire qu'on s'était éloigné, que je ne me sentais pas soutenu, qu'on avait des objectifs différents. Je laissai échapper un rire sans joie. Donc, oui, tu allais me rejeter la faute dessus. Il ne n'y a pas. Je me levai. Cette relation est terminée. Elena, s'il te plaît, dit-il en se levant lui aussi.
Ne fais pas ça. Ne pars pas comme si. Comme si rien de tout cela n'avait compté. Ça a compté, dis-je. C'est pour ça que je pars. Ses yeux brillèrent. Je t'aime. Non, dis-je doucement. Tu aimes la version de moi qui te rendait la vie facile, qui gardait tout stable pendant que tu cherchais la validation de gens qui ne t'apprécient même pas. Tu ne m'aimais pas assez pour être honnête. Pas même avec toi-même. Il s'approcha. On peut arranger ça. Non, dis-je encore. On ne peut pas, son souffle trembla. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu déplaces tes affaires dans la chambre principale, dis-je. Je resterai dans la chambre d'amis. Demain matin, j'appellerai un avocat pour commencer à régler le sort de la maison et des finances. Il me regarda comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Helena, tu es sérieuse? Je le suis. Un long silence creux emplit la pièce. Puis, doucement, il craqua. Ses épaules tremblèrent. Son souffle se saccada. Ses yeux tombèrent au sol comme si la gravité était soudain trop lourde. Helena, je suis désolé. Je ne détournai pas le regard. Je sais, mais tu es désolé parce que tu t'es fait prendre, pas parce que tu l'as fait. Il pressa ses paumes sur son visage, expirant d'une manière saccadée. J'ai tout gâché. Je ne le contredis pas. Je passai devant lui vers la porte, m'arrêtant seulement quand il murmura mon nom. Helena, s'il te plaît, ne me déteste pas, je marquai une pause. Je ne te déteste pas, dis-je doucement. J'ai juste perdu toute confiance en toi. Il grimaça parce que, d'une certaine manière, cela faisait plus mal. Je le laissai dans la pièce et allai rassembler mes affaires. Pendant les 2 semaines suivantes, nous avons vécu comme des colocataires mal à l'aise. Il essayait par de petits gestes faire le café, ranger le salon, demander comment se passaient mes cours mais tout cela restait superficiel, trop tardif, trop fragile. Et silencieusement, les conséquences commencèrent à fleurir autour de lui. 3 jours après le dîner, Julien rentra à la maison, l'air anéanti. Ils m'ont suspendu, dit-il. Je ne me détournai pas de la cuisinière. À cause de Léa? Son silence servit de réponse. Plus tard cette nuit-là, je l'entendis au téléphone avec quelqu'un des RH, argumentant, négociant, essayant d'expliquer, essayant de présenter les choses comme des malentendus. La semaine suivante, c'était fini. Il avait été licencié. Léa aussi. Quand il me l'annonça, je dis simplement, je suis désolé. Perdre un emploi est douloureux. Il me regarda, les yeux rougis. Tu n'es même pas en colère. J'ai été en colère, dis-je. Mais j'ai tout épuisé. Maintenant, j'en ai juste fini. Cette même semaine, Édouard m'appela. Helena, dit-il doucement. Je te dois d'autres excuses. Je suis tellement désolé pour la part que j'ai jouée dans tout ça. Ce n'est pas vous qui avez trompé, dis-je. Non, dit-il, mais je n'ai pas remis Julien en question comme j'aurais dû le faire. J'ai laissé ses insécurités renforcer mes propres préjugés. Tu mérites mieux. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je ne savais pas quoi dire. Merci, finis-je par chuchoter. Cela compte plus que vous ne le pensez. Il expira lentement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Appelle-moi. Je ne pensais pas le faire, mais j'appréciais le geste. La mère de Julien me contacta une fois aussi. Par SMS uniquement. Nous sommes désolés. Nous n'avons pas vu clair. Tu mérites mieux. Je répondis, merci. J'espère que votre famille guérira. Puis je mis la discussion en sourdine. Pendant ce temps, le processus juridique commença, paperasse, réunion, évaluation, discussion sur la maison. Julien devint de plus en plus silencieux à travers tout cela. Pas colérique, pas défensif, juste diminué. Certaines nuits, je l'entendais pleurer dans la chambre principale. Je n'allais pas vers lui. Je ne pouvais pas. Un mois après le dîner, il demanda timidement, « Serons-nous toujours amis ?» Non, dis-je doucement. Pas maintenant. Peut-être jamais. Il hocha la tête, essuya ses yeux, et ne ramena plus le sujet sur le tapis. Et jour après jour, une vérité s'installa plus profondément, je n'étais pas le fardeau. J'avais été la fondation, et Julien avait confondu la stabilité avec la pénurie, la fiabilité avec la stagnation,
la loyauté silencieuse avec la passivité. Alors qu'en réalité, j'avais été la chose la plus forte dans sa vie. Il ne l'avait simplement pas vu avant que ce ne soit fini. 2 mois après le dépôt des papiers, la maison fut vendue. Julien emménagea dans un petit appartement près de chez sa sœur. J'emménageai dans un endroit modeste plus proche de mon lycée, plus petit mais lumineux. À moi. La première nuit seule, je me suis tenu au milieu du salon vide et j'ai respiré. Pour la première fois depuis des années, l'air semblait pur. Je n'étais pas raisonnable. Je n'étais pas ennuyeuse. Je n'étais pas un fardeau. J'étais libre. La lumière du matin dans mon nouvel appartement était douce, dorée d'une manière que l'ancienne maison n'avait jamais connue. Je m'assis par terre avec une tasse de café instantané médiocre, entouré de cartons à moitié déballés, et laissai le calme s'installer dans mes os. C'était le premier vrai calme que j'avais connu depuis des années. Pas de bruit de pas arpentant la pièce avant un voyage d'affaires. Pas de soupir pour le pressing ou les factures. Pas de tension sous-jacente bourdonnant sous chaque conversation. Juste le silence. 1 mois s'était écoulé depuis la vente de la maison. La séparation était propre, pas d'enfant, pas de mariage, pas de compte joint au-delà de l'hypothèque. Mon avocate fit remarquer que c'était la dissolution la moins dramatique qu'elle ait vue de toute la saison. Elle n'avait aucune idée du drame qui y avait mené. Pendant ce temps, la vie de Julien semblait basculer dans la direction opposée. Il avait été renvoyé de l'entreprise, Léa avait également été licenciée. La nouvelle se propagea discrètement. Les potins d'entreprise voyageaient dans les couloirs plus vite que les emails. Certains collègues de Julien me contactèrent en privé pour s'excuser de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je ne répondis pas. Ce chapitre était clos. Je n'avais aucun intérêt à le rouvrir. Ce que je n'attendais pas, c'était le prochain coup à ma porte. Monique. Elle se tenait devant mon appartement par un jeudi après-midi humide, paraissant plus petite, ou peut-être juste moins protégée. L'armure avait disparu. À sa place se trouvait une femme qui semblait avoir vieilli d'une décennie en 8 semaines. « Elena, dit-elle doucement. As-tu un moment ?» J'hésitai, puis ouvris la porte plus largement. « Entre. » Elle entra lentement, ses yeux dérivant sur le petit salon, la plante en pot que j'avais trop arrosée jusqu'à la quasi-mort, les coussins dépareillés. Rien de clinquant, rien de sélectionné juste à moi. « Je ne serai pas longue, dit-elle en lissant son chemisier de ses mains tremblantes. Je voulais seulement dire que je suis désolé. Je restai debout. Elle aussi. Monique, vous ne me devez rien. Si, dit-elle doucement. Je vous dois. Elle baissa les yeux, rassemblant ses pensées. Quand elle parla à nouveau, sa voix se brisa légèrement. J'ai passé des années à vous faire sentir petite. Je ne l'ai pas fait directement, mais cela ne le rend pas moins cruel. J'ai laissé mes propres attentes, mes propres insécurités façonner la façon dont je vous voyais. Et parce que Julien me renvoyait ces insécurités, je l'ai cru plus que je n'ai cru ce que j'avais sous les yeux. Je ne parlais pas. Elle continua, il nous a dit que vous manquiez d'ambition, que vous ne vouliez pas plus haut dans la vie, et j'ai laissé croire que ce plus signifiait l'argent, le statut ou une mesure arbitraire de réussite. Je ne vous ai jamais demandé une seule fois ce que vous vouliez, ce qui vous faisait vous sentir épanoui. Je n'ai jamais réalisé à quel point j'étais injuste jusqu'à ce que tout s'effondre. Je déglutis. Julien a fait ses choix. Ils n'étaient pas de votre faute. C'est lui qui les a faits. Oui, dit-elle. Mais Édouard et moi avons créé l'environnement où il a cru que ses choix étaient justifiés. Où il a pensé qu'il devait choisir quelqu'un de brillant pour être digne de notre approbation. Sa voix s'adoucit. Vous méritez mieux que la façon dont nous vous avons traité. Pendant un instant, je ne vis pas l'avocate polie à la contenance parfaitement répétée, mais une mère craignant de perdre son fils pour toujours. Il nous a dit, dit-elle, qu'il ne s'attend pas à ce que vous lui pardonniez. Mais il espère qu'un jour vous serez heureuse. Je hochai lentement la tête. Je le serai. Elle expira d'une manière saccadée. Bien. C'est tout ce que je voulais. Elle se tourna pour partir, puis hésita à la porte. Elena, j'espère que vous savez que cela n'avait rien à voir avec vous. Ça n'a jamais été le cas. Les choix de Julien venaient de son propre vide intérieur, pas de quelque chose qui vous manquait. Elle rencontra mes yeux, et pour la première fois en 6 ans, je crus qu'elle le pensait vraiment. Prenez soin de vous, dit-elle doucement.
vous aussi. La porte se referma derrière elle, et je me laissai expirer la lourdeur que ses excuses avaient remuée. Cela ne réparait pas les choses, cela n'effaçait rien, mais cela comptait. Au cours des mois suivants, ma vie se remodela doucement. Je me jetai dans l'enseignement. Mes élèves, inconscients des peines de cœur des adultes, remplissaient mes journées d'une énergie chaotique et de petites victoires. Mon équipe de débat alla au régional et gagna la 2e place. Ils hurlèrent comme s'ils avaient remporté une médaille d'or olympique. Je leur achetai des pizzas avec supplément fromage. Le week-end, je conduisais jusqu'à de petites villes à quelques heures de là et je me promenais dans de vieilles librairies et des magasins d'antiquités, des endroits avec des grains de poussière flottant dans les rayons de soleil. Je réappris la solitude, pas le sentiment d'être seul, mais la solitude choisie. Il y a une différence dont personne ne vous parle. Puis, un après-midi, Julien me contacta. Pas avec des excuses, pas avec un plaidoyer, mais avec une demande. Est-ce qu'on peut se voir, juste pour conclure les choses? Je fixai le message pendant un long moment avant de répondre. Un café, c'est tout. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à 2 villes de là. Il arriva tout nerveux, plus mince, portant une chemise boutonnée qui semblait froissée d'une manière qu'il n'aurait jamais autorisée auparavant. « Elena, dit-il, se levant à mon approche. « Julien. » Il attendit que nous soyons assis avant de parler. « J'ai commencé une thérapie, dit-il, pas de façon dramatique, juste simplement. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'aimais pas qui j'étais à moins que quelqu'un ne me dise que je devais l'être. J'avais besoin de validation de mon patron, de mes parents, de toi. De n'importe qui, vraiment. Et quand Léa a commencé à nourrir cela, j'ai foncé. Je ne l'interrompis pas, je n'arrêtais pas de penser, continua-t-il, que tu étais satisfaite parce que tu ne voulais pas plus. Mais ce que je n'avais pas compris, c'était que ce n'était pas toi qui en demandais trop peu, c'était moi qui en attendais trop. J'attendais de toi que tu combles un vide qui n'était pas de ta responsabilité. Sa voix vacilla. Tu étais la relation la plus saine que j'ai jamais eue, et je l'ai sabotée parce que je ne m'en sentais pas digne. Cela n'excuse rien, mais je suis désolé. Je laissais cela flotter entre nous. Finalement, je dis, merci de l'avoir dit honnêtement. Il parut soulagé, mais aussi triste. Une tristesse calme et résignée qu'aucune excuse ne pouvait guérir. Est-ce que tu vois quelqu'un? Demanda-t-il doucement. Je secouai la tête. Non. Et toi? Il rit doucement. Pas question. J'essaie de comprendre qui je suis sans que quelqu'un me soutienne. C'est un bon point de départ, dis-je. Il hocha la tête, les yeux brillants. Elena, je sais que c'est fini. Je sais qu'il n'y a rien à réparer. Je voulais juste que tu saches que j'essaie d'être meilleur. J'espère que tu deviendras quelqu'un dont tu seras fier, dis-je sincèrement. Nous finîmes nos cafés. Nous nous sommes levés. Nous nous sommes dit au revoir. Et ce fut la dernière fois que je le vis. Édouard m'envoie toujours un message de temps en temps, de simples nouvelles, rien de lourd. Rachel m'a invité à un barbecue le mois dernier. J'y suis allé. Son mari m'a serré fort dans ses bras, si fort que cela a dénoué quelque chose dans ma poitrine. La vie ne s'est pas effondrée, elle s'est réalignée. 8 mois après ce dîner désastreux, je me réveille chaque matin dans un foyer qui me ressemble. Je respire un air qui n'est pas chargé d'attente. Je choisis mes journées, mon rythme, ma paix. Et j'ai appris quelque chose d'important, je n'ai jamais été le fardeau. J'avais été l'encre, le calme, la constante. Et maintenant, enfin, c'est moi qui me libère. Ce qu'il y a d'étrange à recommencer à 35 ans, c'est que tout le monde s'attend à ce que vous soyez brisé. Les gens penchent la tête quand ils vous parlent, adoucissent leur voix et offrent des conseils que vous n'avez pas demandés. Ils vous regardent comme si vous aviez survécu à un incendie, les bords carbonisés, la fumée collant encore à vos vêtements. Mais la vérité, c'est que la vie après Julien n'était pas faite de cendres. C'était un ciel ouvert. C'est arrivé progressivement, comme le changement de saison. On ne remarque pas le premier matin frais avant que la lumière ne touche la peau différemment. On ne remarque pas le changement intérieur jusqu'au jour où l'on croise son reflet et que l'on se dit « Oh, te voilà ». J'ai ressenti cela pour la première fois un mardi matin ordinaire. Je me tenais dans le couloir du lycée, jonglant avec une pile de copies et un mug de café de prof brûlé, quand j'ai réalisé que je ne me précipitais pas. Je ne me préparais à rien. Mes épaules n'étaient pas tendues. Ma mâchoire n'était pas crispée.
Je vivais, tout simplement. La cloche sonna. Les élèves envahirent le couloir comme une marée montante. Quelqu'un fit tomber un classeur, quelqu'un d'autre cria à propos du déjeuner. Un gamin essaya de caresser le squelette de la classe que nous gardions près de la porte et faillit le renverser. Le chaos. La vie. Et je me sentais légère. Cette même semaine, j'emmenais mon équipe de débat aux qualifications nationales. Regarder ces adolescents argumenter passionnément sur l'engagement civique et la politique économique me rappela que l'ambition ne consiste pas à gravir les échelons de l'entreprise. C'est une question d'intérêt, de présence, de voix. Ils arrivèrent troisième. Nous avons fêté ça avec de la glace bon marché et un élève me tendit un petit cactus en pot en disant « Parce que même les plantes qui ont l'air piquantes ont besoin d'amour ». Je ris si fort que j'en pleurais. C'était la première fois que je pleurais de joie depuis des années. Quelques semaines plus tard, je m'achetais quelque chose que j'avais toujours voulu, une moto d'occasion. Pas parce que je voulais poursuivre la liberté sur l'autoroute, mais parce que je voulais choisir quelque chose pour moi, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fait d'être raisonnable. Je pris des leçons le week-end. Mon instructrice était une femme d'une cinquantaine d'années avec la peau tannée par le soleil et un rire qui ressemblait à du gravier. Elle me dit que j'étais doué. Personne ne m'avait jamais dit que j'étais doué pour quoi que ce soit de physique auparavant. Alors, je continuais et je m'améliorais. Le vent sur mon visage, le monde défilant à toute allure. Il y avait quelque chose de presque sacré là-dedans, quelque chose qui m'ouvrait d'une manière que la thérapie ne pouvait pas faire. Le mouvement est sa propre forme de guérison. Puis un jour, alors que je corrigeais des dissertations dans un café près de mon nouvel appartement, Rachel entra. « Elena » dit-elle, surprise. Je souris. « Salut. » Elle s'assit sans demander, comme si elle n'était pas sûre que je la laisserais rester si je lui donnais la chance de protester. « Tu as l'air différente » dit-elle doucement. « Bien, différente ?» « Vraiment bien, différente. » Nous avons parlé pendant presque 2 heures. Elle me dit que Julien essayait vraiment, de se reconstruire. Il avait un emploi à temps partiel dans une plus petite entreprise et logeait chez un ami en attendant de se remettre sur pied. Leurs parents étaient également en thérapie. Selon Rachel, se dire les vérités en famille était devenu un sport hebdomadaire. Nous sommes tous en train de désapprendre des choses, dit-elle. C'est désordonné. Ça l'est généralement, répondis-je. Elle déglutit. Je suis désolé que nous n'ayons pas vu qui tu étais plus tôt. Je ne répondis pas tout de suite. Finalement, je dis, je pense que vous m'avez vu. Je ne pense simplement pas que vous saviez quoi faire de quelqu'un qui n'agissait pas pour obtenir votre approbation. Elle hocha la tête, les yeux brillants. C'est juste. Avant de partir, elle me serra dans ses bras, m'embrassa vraiment. Le genre d'accolade qui dit, je suis désolé, et merci, et s'il te plaît ne disparais pas de nos vies. Je ne promis rien, mais je ne me dégageais pas non plus. Guérir ne nécessite pas d'effacer les gens, juste de poser des limites. Les mois passèrent. Je construisis des routines qui m'appartenaient. Les samedis matins devinrent les jours du marché. J'achetais des fleurs que je ne savais pas identifier et des fruits que je n'avais jamais goûtés. Certains pourrirent dans mon frigo parce que je les oubliais, et ce n'était pas grave. Je me fis de nouveaux amis, d'autres profs, des voisins dans mon immeuble, le barista qui se souvenait de ma commande mieux que Julien ne l'avait jamais fait. Je recommençai à tenir un journal, chose que je n'avais pas faite depuis l'université. Les pages se remplissaient de pensées que je n'avais jamais eu la place d'avoir pendant les années passées à maintenir ensemble les insécurités de quelqu'un d'autre. Et puis, un soir, c'est arrivé. Pas une épiphanie dramatique, juste une prise de conscience tranquille. J'étais assise sur mon balconnet, ce minuscule truc en fer prétendant être un balcon regardant le coucher de soleil fondre dans le ciel. La ville bourdonnait en bas. Un chien aboyait quelque part dans le pâté de maison. Un couple riait en passant devant mon immeuble. Et j'ai réalisé que Julien ne me manquait pas même un petit peu. Ce qui me manquait, c'était celle que j'avais essayé d'être pour lui. L'illusion d'un partenariat me manquait. L'idée de ce que nous aurions pu être me manquait. Mais lui ? Le vrai lui ? Non. Lâcher prise ne ressemblait plus à une perte, cela ressemblait à une libération. Quelques nuits plus tard, mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. C'était court. Félicitations pour avoir trouvé ta paix. Accent aigu C, Édouard. Je fixai le message pendant un long moment,
puis je tapais en retour, merci. J'espère que votre famille trouvera la sienne aussi. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Certaines fins ne nécessitent pas d'applaudissements. Un an après le dîner qui avait tout changé, je me tenais devant ma classe, écrivant au tableau. Le sujet était les civilisations anciennes, comment elles s'élèvent, comment elles tombent, comment elles se reconstruisent. Une main se leva au dernier rang. Madame Harcourt, pensez-vous que les gens sont pareils? Genre, est-ce qu'on tombe et qu'on se reconstruise aussi? Je souris. Oui, dis-je. Absolument. Tomber n'est pas un échec, c'est comme ça qu'on apprend de quoi on est fait. J'hésitais, puis ajoutai, parfois, s'effondrer est la seule façon de découvrir que l'on est censé construire quelque chose de mieux. L'élève hocha la tête pensivement, et la pièce s'installa dans ce silence chaleureux et bourdonnant des esprits qui travaillent. Alors que je me tournais vers le tableau, la lumière du soleil traversa la fenêtre et attrapa la poussière dans l'air de minuscules flocons dérivant comme des paillettes. Et pendant un instant, je me sentis exactement là où j'étais censé être. Pas en retard, pas perdu, ne recommençant pas à zéro. Allant de l'avant. Je n'étais pas raisonnable. Je n'étais pas ennuyeuse. Je n'étais pas un fardeau. J'étais Helena Harcourt. Et j'avais réécrit mon histoire.